Merci beaucoup, Catherine. Bonjour à toutes et à tous, si j'ai bien compris. Je dois l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui, effectivement, à ce bouquin intitulé « Le tsunami numérique ». Ah, ça marche, pardon, il y a un petit délai. Le tsunami numérique, il est sorti il y a à peu près un an. Et depuis, j'ai été amené à intervenir devant différents cénacles. Et une des grandes questions qu'on m'a posées est une question que je traite assez peu dans le bouquin, qui est: est-ce que le numérique va améliorer les apprentissages? Ce n'est pas une mauvaise question. Ça dépend qui la pose. Quand elle est posée par des parents, par des élèves, je trouve que c'est plutôt une bonne question. Quand elle est posée par des acteurs du système éducatif, c'est généralement la question qui pose pour que surtout rien ne change. Et je le prouve. Avec cette citation qui date de la fin du XIXe siècle, c'est un inspecteur qui écrit. Et à ce moment-là, il y a un tsunami technologique qui arrive sur les écoles de Jules Ferry, c'est la naissance de la plume métallique. Et oui, la plume métallique contre la plume d'oie. Je ne vais pas vous faire lecture de la citation, je pense qu'elle est suffisamment importante. Mais voilà, il y a quand même l'idée que la plume d'oie a une supériorité absolue sur la plume métallique et que si on remplace la plume d'oie par la plume métallique, un drame va arriver. Et à chaque fois qu'une nouvelle technique est arrivée, le débat a recommencé. Ça a été le cas, par exemple, lorsque le BIC a remplacé la plume métallique et BIC avait répondu avec cette publicité assez amusante: résultat faux, mais écrit avec une vraie pointe BIC. C'est aussi une publicité tout à fait prémonitoire, puisque quand on regarde l'évolution du niveau en orthographe des petits Français depuis l'apparition du BIC, ça a plongé. Sans doute à cause du BIC. On pourrait prendre le même débat autour de l'apparition de l'ardoise, et vous pouvez prendre certains textes commentant le désastre que l'ardoise pourrait amener, vous remplacez ardoise par tablette, copier-coller, ça fonctionne. Autrement dit, je pense que cette question de savoir si le numérique va améliorer les apprentissages, c'est certes une question légitime, mais la vraie question que l'école devrait se poser, c'est de savoir si elle prépare au monde qui vient. Et le monde qui vient, c'est, quand je dis qui vient, qui est là d'ailleurs, mais en tout cas qui viendra de plus en plus, évidemment, c'est le monde numérique. Alors à quoi elle prépare l'école aujourd'hui? Aujourd'hui, elle considère, et ça c'est un héritage du XVIIIe siècle, des Lumières, de l'encyclopédisme, mais également de la Révolution industrielle, elle considère que ce qui va vous sauver, c'est votre capacité à engranger un tas d'informations, un tas de savoirs, à les mémoriser, à les mettre dans des cases et à créer des relations entre ces savoirs qui vont vous permettre, le moment venu, de les appeler dans votre mémoire, de les organiser, de les analyser, d'en faire quelque chose. Et on utilise ces contenus et on valide ces contenus pour vous permettre d'accéder à des études qui permettent d'exercer des professions très recherchées. Ça, c'est un extrait des QCM de première année de médecine. Vous savez que la première année de médecine, c'est effroyablement sélectif. Un carnage, pour dire les choses. Voilà. Alors, vous pouvez devenir médecin si vous savez répondre sur l'adénine et ses dérivés, à savoir est-ce que l'adénosine est présente ou pas dans les ARN, etc. etc. Voilà. Ça, si vous savez répondre à ça, vous allez rentrer dans le vivier des futurs médecins. Vous allez faire des études, vous allez devenir médecin. Le problème, c'est que les médecins, demain, c'est ça aussi. C'est ça aussi, et d'après certains, comme un des cofondateurs de Sun Microsystems, ce sera peut-être même encore autre chose. À savoir, aujourd'hui, le système éducatif vous prépare à faire des choses que les algorithmes font et feront de plus en plus, l'intelligence artificielle, mieux que les êtres humains. Je vous ai pris l'exemple des médecins, j'aurais pu vous prendre des exemples autour des métiers du droit, pour devenir pilote de ligne, pour devenir enseignant. On parle là uniquement de formation à Bac+5 minimum, voire au-delà. L'école, elle fait ça aujourd'hui, majoritairement. Il y a aussi des formations technologiques, des formations professionnelles, mais en tout cas jusqu'à la fin du collège, jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, elle fait ça. Ce qui me semble être une erreur, qui avait été vue dès 1987 par The Economist, et The Economist avait écrit: si votre métier ressemble aux échecs, il faut vous préparer à changer de métier. Qu'est-ce qui s'était passé en 1997 ? Deep Blue, l'ordinateur d'IBM, avait battu Garry Kasparov, le grand maître, le champion du monde des échecs. Et c'était la première fois qu'un grand maître de ce niveau était battu par une machine. Et donc, The Economist avait acté ça. Il avait dit, si votre métier consiste, comme une partie du métier de médecin, comme une partie du métier d'avocat, comme le métier de joueur d'échecs, à être capable de mémoriser des données en grande quantité, de les réorganiser, de construire des stratégies à partir de là, c'est fini. Demain, ce n'est plus un avantage concurrentiel. Il faut donc changer de paradigme. Ce n'est pas la première fois que ça s'est fait à travers l'histoire, parce que la révolution numérique n'est pas la première révolution que l'humanité traverse.
À chaque fois que vous avez une révolution politique, sociale, économique, industrielle, vous avez des personnes qui se lèvent et qui disent le système éducatif, la pédagogie qui est mise en œuvre n'est pas adaptée au monde qui est le nôtre et au monde qui vient. Je peux vous prendre plein d'exemples, je passe rapidement dessus, mais je vous les cite. Vous avez en haut à gauche la cour du lycée Louis-le-Grand, qui d'abord fut un collège jésuite créé contre la Sorbonne, au moment de la Renaissance, parce que la Sorbonne refusait les humanités modernes. Alors vous avez des gens qui ont dit non, sans les humanités modernes, on ne va pas y arriver. Ils ont dit on va faire une pédagogie nouvelle. Vous avez le fronton de l'École nationale supérieure des arts et métiers, créé par le duc La Rochefoucauld-Liancourt au moment de la Révolution industrielle. Il revient d'Angleterre, il voit la Révolution industrielle, il se dit on va avoir un petit problème en France. Mais il ne se contente pas de créer une école pour former les futurs cadres intermédiaires et ingénieurs qui vont faire tourner les futures usines. Il invente une pédagogie différente qui s'appelle l'enseignement mutuel. C'est l'enseignement par les pairs, donc où les jeunes aînés enseignent aux jeunes cadets. À côté, vous avez la cour de Sciences Po, 1870, l'humiliation, la défaite face à la Prusse, faillite des élites, et un journaliste, Émile Boutmy, qui se dit on ne peut pas laisser les choses continuer comme ça, il faut former nos élites différemment. Il invente Sciences Po pour ça, avec deux nouveautés, aujourd'hui on dirait disruptives. Il fait intervenir des enseignants qui sont des professionnels en activité, et non pas des docteurs de la faculté, de l'université, et il invente la conférence de méthode, qui est une forme pédagogique qu'on trouve aujourd'hui encore à Sciences Po. L'école de Jules Ferry, pareil, nouvelle pédagogie, nouveau projet politique, réponse à une révolution. Et puis 1945, les élites françaises ont failli, les élites publiques, la haute fonction publique, pendant la guerre, notamment d'abord pour la prévenir, et puis ensuite, pendant l'épisode de Vichy, on crée l'École nationale d'administration pour essayer d'y remédier. Je sais, ce n'est pas mon meilleur exemple. Pardon. Le paradigme aujourd'hui, la question aujourd'hui, c'est celle de l'articulation entre l'homme et la machine. Je dis volontairement la machine, parce qu'on dit numérique, il faut évidemment rentrer les robots dans le paysage. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'un certain nombre d'acteurs du numérique ont compris que l'éducation pouvait être un enjeu important et ont commencé à s'y intéresser. Et on est passé en quelques années d'un paradigme qui était « il faudrait mettre un ordinateur dans toutes les classes », c'était 1990, un paradigme aujourd'hui qui est « il faut rendre l'éducation plaisante, agréable, intelligente aussi et surtout individualisée autour de ce qu'on appelle l'adaptive learning, l'enseignement adapté ». Et on est aujourd'hui, face à cette possibilité, qui n'est pas encore tout à fait réalisée, mais qui va l'être dans quelques années, on est aujourd'hui dans une situation où on va pouvoir industrialiser l'individualisation. C'est-à-dire que grâce à la machine, on va pouvoir inventer des systèmes qui, y compris dans une assemblée aussi importante que celle-ci, permettra à l'enseignant, alors il en faudra plus d'un avec une assemblée aussi importante peut-être, mais permettra en tout cas à l'enseignant d'adapter ce qu'il est en train de transmettre à ce que vous avez compris, à ce que vous savez, à votre façon d'apprendre, afin de vous aider. Donc l'enseignant enseignera aussi avec des machines. Le mouvement est assez récent. Moi, si j'ai écrit le tsunami numérique, c'était en revenant d'un voyage dans la Silicon Valley, et où pendant toute la première... C'était un voyage qu'on organisait avec l'étudiant, un média B2B qu'on a qui s'appelle EducPro, on emmène des directeurs d'écoles d'ingénieurs, de commerce là-bas. Et à la fin de la première journée, tout le monde nous parle, quand on demande les priorités, l'agenda prioritaire de toutes ces sociétés de la Silicon Valley, tout le monde nous parle d'éducation. À la fin de la première journée, je me dis, bon, on travaille bien, c'est normal, on a emmené des professionnels de l'éducation, on leur parle d'éducation. Puis le deuxième jour, je me souviens que je suis journaliste, où je suis un peu moins jet-lagué, je ne sais pas, et je commence à dire, mais depuis quand vous en parlez? Depuis quand l'éducation est dans votre agenda et dans vos priorités? Et à l'époque, ils me disent tous un an et demi, rarement plus. Donc c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. C'est ça qui m'a donné envie de m'intéresser à la question. Et depuis, on a vu ce fourmillement d'entreprises, à la fois des start-up, mais aussi des départements d'entreprises qui ne sont plus tout à fait des start-up, comme Google, s'intéresser à la question de l'éducation. Ces entreprises, en 2014, ont levé $1 milliard aux États-Unis. Ça commence à faire de la ressource pour créer. C'est pour ça qu'ils vont y arriver. Parce qu'ils ont de la ressource, ils ont de l'intelligence derrière, et ils savent trouver les gens. Alors, quelles sont les tendances qui sont mises en œuvre? Vous allez voir, ce n'est pas forcément avec des écrans, ce n'est pas forcément avec des tablettes, ce n'est pas forcément avec du numérique. Comprendre le numérique, et ça a été dit dans une précédente table ronde, et j'y suis extrêmement attaché, ce n'est pas forcément faire du numérique, ce n'est pas forcément coder. Elle tourne autour de l'apprentissage, elle tourne autour du fait de faire et d'apprendre en faisant, elle tourne autour de la capacité à créer en venant d'horizons différents, le design thinking avec une attention très poussée vers les besoins de l'utilisateur. Elle tourne autour du fait d'être capable de collaborer, de faire des choses ensemble, autour du jeu et autour de l'apprentissage par les pairs. Alors sur l'enseignement,
comme vous le savez, il y a eu une révolution, avec tous les guillemets de la Terre, les MOOC, les cours massifs en ligne. Ça, c'est un MOOC. Vous avez un professeur, il est devant une caméra, un tableau, il est filmé, et clac, 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 c'est diffusé. C'est une image qui date de 1935. Parce qu'en fait, il faut aussi savoir qu'à chaque fois qu'une technologie apparaît, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit « ça va tout changer à l'éducation ». Il y a une photo que j'aurais aimé vous montrer, mais je l'ai récupérée hier soir, qui est formidable, c'est au moment de la naissance de l'aviation. Et on est en 1928, et il y a un type aux États-Unis qui se dit « mais c'est génial, ça va révolutionner les cours de géographie. On va mettre les élèves dans les avions, ils vont regarder, ça va être drôlement plus vivant quand même ». Et la photo, malheureusement, je ne peux pas vous la montrer, mais on voit la carlingue de l'avion, et qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Les élèves avec des tables en bois, et puis il y a la maîtresse avec un globe, et elle montre le globe. Heureusement, il y a un camp qui regarde par la fenêtre. Tout ça pour dire que ce n'est pas parce qu'une technologie, et pas parce que l'éducation est ciblée par une technologie que les choses vont se faire immédiatement. Mais aujourd'hui, 2014, l'utilisation des MOOC, elle existe. Et ça, c'est une photo que j'ai prise il y a quelques mois au MIT, d'un cours de première année de sciences physiques qui est organisé en MOOC. Et le format, voilà, pourquoi je vous la montre? Parce que ce n'est pas un cours magistral, il n'y a pas 500 personnes dans un amphi. Ce n'est pas non plus un TD où il n'y en aurait que 15. Il y a 100 étudiants. Et il arrive à individualiser avec 100 étudiants. Pourquoi? Parce que, classe inversée, le cours a été appris avant, l'enseignant sait ce qui est maîtrisé, ce qui n'est pas maîtrisé dans le cours, donc il va uniquement reprendre, et donc là encore individualiser, personnaliser. Il va uniquement reprendre ce qui n'a pas été acquis, et ensuite il les fait travailler ensemble, en collaboration. Le plus intéressant, évidemment, c'est la collecte de données. Alors ça posera des problèmes éthiques absolument considérables. Vous imaginez? Cette collecte de données sur la façon dont vous apprenez. C'est terrible. Tous ceux qui procrastinent vont se trouver très très mal. Moi le premier. Mais enfin, ça permet quand même de donner des tableaux de bord extraordinaires aux enseignants. L'autre évolution, à mon sens, que portent les MOOC, c'est plutôt dans la formation pour adultes. C'est la possibilité de sauter par-dessus les établissements d'enseignement installés pour simplement se former par soi-même, parce qu'on le souhaite, et pouvoir valider, valoriser cette formation dans le cadre professionnel. Et puis il y a peut-être encore d'autres évolutions à venir, c'est ce que prédit Laurent Alexandre autour des NBIC, qui sont beaucoup plus vertigineuses. Lui, son hypothèse étant de dire que si la technologie, et lui pense plus au NBIC que simplement au numérique, permet à des familles d'acquérir un avantage concurrentiel, même si c'est cher, elles le feront. Et quand on voit le fonctionnement du système français, je pense que la prédiction est assez plausible. Deuxième tendance, tout ce qui consiste à faire, le learning by doing, illustré notamment par le Media Lab du MIT, mais également par les tech shops. Ce qui m'intéresse là-dedans, alors évidemment, c'est le retour à la matière. Souvenez-vous quand même qu'on parle de numérique aujourd'hui, mais que le chiffre d'affaires de l'industrie, il reste au-dessus. Donc quand même, on continue à consommer de l'objet en dur. Donc l'industrie n'est pas morte. Ça reste extrêmement important. Et avec la généralisation des imprimantes 3D, on voit comment aujourd'hui, dans tous les établissements, on peut commencer à réinventer la pédagogie et à permettre à des démarches inductives d'être valorisées. Et on sait qu'avec un certain nombre de jeunes, ça marche extrêmement bien, et beaucoup mieux en tout cas que les démarches déductives. La collaboration, à gauche, une image de la D-School de Stanford, qui ne donne pas de diplôme, la D-School. Ce n'est pas comme la Law School ou comme la Business School. Et pourtant, les étudiants de Stanford se précipitent. Qu'est-ce qui est intéressant? Deux choses. La première, c'est que vous avez là des étudiants en médecine, en droit, en ingénierie, en design, etc., etc. Et donc, on casse les silos disciplinaires auxquels, en France, nous sommes si attachés, pour dire aux gens, il va falloir être capable de travailler ensemble, de vous comprendre. Comment? En résolvant des problèmes, avec quelles préoccupations l'utilisateur. Donc ça, c'est extrêmement intéressant comme démarche. Et l'autre, Foldit, me plaît aussi beaucoup. Ça veut dire replier là, Foldit, et c'est une initiative qui avait été lancée par des chercheurs qui échouaient à replier une molécule ou une protéine, je ne sais jamais, je n'ai pas fait de sciences. Qui a fait des sciences? Bon, enfin, il faut replier. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est important pour un traitement contre le sida. Et les chercheurs n'y arrivaient pas. Ils avaient utilisé des algorithmes, simplement, c'était irrégulier et l'algorithme n'arrivait pas. Et donc, il l'a soumis à la communauté. Et là, on s'est rendu compte que l'intelligence collective, de milliers d'internautes qui se sont amusés finalement à essayer de replier cette molécule, vous demanderez à François Tadei, biologiste, les détails, je lui emprunte l'exemple. Ça a permis de résoudre le problème en 3 semaines. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le système éducatif actuel, on apprend à ne pas travailler en silo? Est-ce qu'on fait valoir la puissance de l'intelligence collective? Par exemple, si on veut continuer à donner des notes en donnant une note à un groupe? Jamais. Même au bac, vous avez ce qu'on appelle les travaux personnels encadrés. C'est un travail de groupe. Mais s'ils sont 3 dans le groupe, il y aura 3 notes. Voilà. La vraie vie, celle où on est solidaires les uns des autres,
que ce soit dans la vie citoyenne ou dans la vie professionnelle, et où on bénéficie des avantages et des vertus des uns, mais en même temps on se traîne les boulets, machin, mais bah, c'est comme ça, il faut faire, ça on ne vous l'apprend pas à l'école. Enfin, dernière tendance, autour du jeu, que je ne détaille pas. Il y a un problème sur le jeu, c'est que Serious Games, ça fait un peu oxymore pour les Français. Moi, j'ai vécu plein de fois une scène absolument identique en voyant des enfants suivre des cours avec le numérique ou avec du Serious Games. À la fin, je leur dis, alors, vous êtes bien amusés? Ouais. Vous avez appris des trucs? Non. Et quelques jours à Lyon, un chercheur de l'école normale supérieure qui travaille sur ces questions, Eric Sanchez, me confirmait que voilà, s'il n'y a pas un processus ensuite de conscientisation du fait qu'on a appris des choses, ça ne fonctionne pas. Mais j'allais dire, ce n'est pas très grave. On va apprendre aux enseignants à aider les élèves à conscientiser, et on pourra apprendre aussi de cette façon-là. Toutes ces tendances sont à l'œuvre aujourd'hui en France, en tout cas dans l'enseignement supérieur. Les images que vous voyez ont été prises dans des établissements d'enseignement supérieur français. Paris SD School, l'École 42, le FacLab de Cergy-Pontoise, l'École nationale supérieure de création industrielle, Centrale Lyon et son Learning Lab, Grenoble École de Management. Mais alors, il est bien gentil, David Henkoff, il nous dit le numérique, mais nous, on a lu dans la presse que les cadres de la Silicon Valley inscrivaient leurs enfants dans une école sans écran. C'est vrai. Parce qu'ils savent autre chose. Je reviens en 1997. Deep Blue avait perdu une partie contre Kasparov. Pour être exact, Deep Blue avait abandonné. Et pendant des années, on a pensé qu'il y avait un bug, parce que les ingénieurs d'IBM étaient un petit peu incompétents. Et il a fallu des années pour qu'un autre grand maître d'échecs découvre qu'il y avait une faille dans la position de Deep Blue. Et Deep Blue croyait avoir affaire à une machine. Deep Blue a vu sa propre faille, s'est dit j'ai une machine en face, la machine elle va voir la faille. C'est râpé, j'abandonne. Deep Blue a perdu une partie que n'importe quel être humain aurait gagné. Parce que Deep Blue, pas capable d'avoir d'idées, de prendre un risque, de faire preuve d'empathie, de créativité, etc., etc. Et donc, à mon avis, si les cadres de la Silicon Valley mettent leurs enfants dans une école sans écran, du moins jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est parce qu'ils ont compris ça. C'est que ça ne sert à rien que nos enfants aillent en compétition contre les machines. Elles vont gagner à la fin. Il faut faire autre chose. Et ils ne les mettent pas dans n'importe quelle école. Ils les mettent dans une école Steiner, Waldorf Steiner. C'est une école qui fait une libre place à la créativité, à l'empathie, qui fait faire du jardinage, de la musique. Ils font de l'eurythmie. Je ne sais pas si vous connaissez l'eurythmie. C'est un truc de la mythologie grecque, on danse tous les matins en chantant. C'est beau, hein? J'en ai pas fait beaucoup. Je n'étais pas dans une école Steiner. Voilà, ils font ça. Et à mon avis, ils font ça parce qu'ils se disent que ce serait bien que nos enfants fassent le même genre de boulot que nous, qu'ils inventent le monde de demain. Mais pour ça, il faut faire autrement. Ils font ça parce qu'ils pensent que le monde numérique ressemblera à ce genre de choses et qu'ils doutent qu'il soit pertinent de continuer à former les élèves de cette façon-là. Tout ça pour vous dire, et j'en conclus, que ma conviction est que les enjeux de la révolution numérique, ce n'est pas le numérique en tant que tel, c'est de placer l'humain au centre, de remettre l'humain au centre. Si j'avais été tout à fait honnête, je n'aurais pas appelé mon bouquin « Le tsunami numérique », mais je l'aurais appelé la conversion pédagogique, mais je ne suis pas sûr, Catherine, que tu l'aurais lu et que tu m'aurais invité aujourd'hui, donc ça aurait été dommage. Merci beaucoup.